Au moment où le verdict a été rendu, un profond silence s'est installé dans la salle d'audience, comme si l'air même s'était épaissi sous le poids des paroles prononcées. Danielle Colby, la femme qui avait autrefois charmé des millions de téléspectateurs avec son caractère audacieux et rebelle et son style incomparable sur cueilleurs américains, froissé. Ses mains tremblaient, son regard autrefois d'acier perdit sa netteté et le sourire acéré pour lequel elle était connue disparut complètement. À cet instant, la personnalité publique s'est dissoute, ne laissant qu'un être humain vulnérable, confronté aux conséquences d'une vérité cachée. Qu'est-ce qui avait poussé la femme, autrefois célébrée comme le cœur créatif de la télé-réalité américaine, dans cet endroit désolé? Et après tout cela, les larmes qu'elle a versées étaient-elles de véritables remords, ou simplement le deuil d'un rêve resté inaccompli? Le voyage de Danielle Colby de l'obscurité à l'icône rebelle du cueilleurs américain est une histoire qui n'a pas commencé dans le monde de la télévision. Contrairement à de nombreuses stars de télé-réalité, elle n'a pas été élevée dans les lumières des studios. Née et élevée à Davenport, dans l'Iowa, une ville du Midwest peu connue pour produire des icônes de la télévision, la jeunesse de Danielle a été loin du courant dominant. Dès son plus jeune âge, elle a embrassé un esprit de rébellion et de défi contre les voies conventionnelles qui s'offraient à elle. Plutôt que de suivre le parcours universitaire traditionnel, elle a choisi de s'immerger dans la scène artistique indépendante, en se produisant au coin des rues et au sein de communautés alternatives. Ses efforts artistiques l'ont amenée à devenir une danseuse burlesque bien connue, captivant le public de tout le Midwest. Avec ses tatouages, son attitude cool et une présence saisissante à la fois vintage et provocante, Danielle se démarquait dans chaque pièce dans laquelle elle entrait, que ce soit sur scène ou dans un marché aux puces. Le burlesque, pour Danielle, était bien plus qu'un simple acte de performance. C'était un acte de libération, un moyen d'expression qui lui permettait de remettre en question les normes sociétales. Elle a fondé la troupe burlesque le Moustache et a visité des villes de Chicago à la Nouvelle-Orléans, gagnant le respect et l'admiration en cours de route. Ceux qui l'ont connue à cette époque se souviennent d'elle comme d'une présence magnétique, à moitié enchanteresse, à moitié stimulante, mais indéniablement authentique. En 2004, la vie de Danielle a pris une tournure inattendue lorsqu'elle a renoué avec une vieille connaissance, Mike Wolf, qui dirigeait l'entreprise naissante. Archéologie antique. Mike a invité Danielle à rejoindre l'entreprise en tant que chef de bureau. Au départ, son rôle était simple, gérer la paperasse, gérer les plannings et fournir un soutien logistique. Mais en 2010, tout change avec le lancement de cueilleurs américains. Au début, les producteurs de la série se sont principalement concentrés sur Mike et Frank Fritz, le duo qui a parcouru les États-Unis à la recherche de trésors cachés. Danielle n'a fait que de brèves apparitions, elle répondait au téléphone, présentait les lieux et offrait un soutien occasionnel en arrière-plan. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les téléspectateurs la remarquent. L'authenticité de Danielle, son esprit vif et sa personnalité distincte ont touché une corde sensible auprès du public. Dans un monde de la télévision dominé par les collectionneurs et les personnages excentriques, elle brillait comme une star singulière, sans peur du jugement et sans aucune excuse. Peu à peu, son rôle a commencé à s'élargir. Elle n'était plus seulement la secrétaire de l'Iowa, mais est devenue une présence formidable à l'écran, une femme perspicace qui évaluait les articles, négociait des accords et aidait au bon déroulement de la série. Le public a commencé à la voir comme la véritable âme de cueilleurs américains, offrant un équilibre à la dynamique entre le contrôle de Mike et le charme rustique de Frank. Danielle a insufflé au spectacle une énergie artistique, une touche de sauvagerie et une personnalité vibrante que les téléspectateurs ne pouvaient ignorer. À mesure que sa visibilité grandissait, son influence grandissait également. Danielle est devenue une sensation sur les réseaux sociaux, rassemblant des centaines de milliers de followers. Elle a lancé sa propre ligne de mode, mélangeant des vêtements d'inspiration rétro et punk rock. Elle a organisé des spectacles qui l'ont connectée à sa communauté et, ce faisant, a consolidé sa place d'icône féministe dans une industrie dominée par les hommes. Mais à mesure que sa renommée montait en flèche, la pression d'être aux yeux du public augmentait également. Plus Danielle devenait importante, plus elle se retrouvait coincée entre Mike et Frank, les deux piliers de la série. Leurs personnalités et visions opposées pour la série ont créé une tension subtile mais indéniable, qui n'a fait que s'intensifier à mesure que le rôle de Danielle dans la série devenait plus central. Plus elle passait de temps à l'écran, plus elle devenait scrutée. Chacun de ses gestes a été mis en balance avec les attentes du public, resté authentique, fort et, surtout, en contrôle. Une chose était claire, Danielle comprenait les rouages de la télé-réalité comme peu d'autres. Elle savait exactement quand parler, quand garder le silence, quand sourire et quand retenir ses émotions pour obtenir un effet. Elle était calculatrice,
astucieuse et profondément consciente de son rôle dans le récit plus large. Mais c'est précisément cette prise de conscience qui a fait d'elle la principale suspecte lorsque le scandale a éclaté. La mort prématurée de Frank Fritz, ancien ami proche et collègue, a déclenché une cascade de rumeurs et de soupçons. Des fuites de journaux ont révélé que Frank était devenu de plus en plus méfiant à l'égard de Danielle, alléguant qu'elle s'était rangée du côté de Mike d'une manière qui allait au-delà des limites professionnelles. Danielle avait commencé comme figure des coulisses du monde de la télé-réalité. Mais au fil du temps, grâce à sa personnalité et à son intellect, elle s'est transformée en un point central, passant de l'ombre au projecteur, d'un second rôle à une icône. Cependant, comme l'a montré le monde de la télévision, plus on monte haut, plus on peut tomber. Le succès de Cueilleurs américains n'était pas uniquement basé sur ses chasses au trésor mais aussi sur les relations complexes entre ses trois stars principales, Mike, la force de contrôle, Frank, l'homme affable, et Danielle, la figure pointue et rebelle au centre de tout cela. Mais sous cette image soignée, des tensions couvaient. Les désaccords de Mike et Frank sur la direction de la série n'étaient pas un secret dans les cercles de production. Ces conflits portaient souvent sur le contenu de l'émission, le partage des bénéfices et, plus controversé, sur l'importance croissante de Danielle. Un ancien rédacteur en chef de History Channel a révélé que Mike avait exprimé son mécontentement face au rôle croissant de Danielle à l'écran, déclarant que son « attitude punk » affectait le ton de la série. Mais la véritable fracture ne venait pas uniquement du comportement de Danielle, mais de sa proximité croissante avec Mike. À mesure que l'influence de Danielle s'étendait, Frank commençait à se sentir mis à l'écart. Ce qui était autrefois un partenariat solide entre les deux hommes commença à se détériorer. Danielle, initialement neutre dans le conflit, s'est retrouvée entraînée dans la lutte pour le contrôle, sa position de médiatrice évoluant vers celle d'acteur clé dans une bataille de pouvoir plus large. Fin 2019, Frank avait officiellement quitté la série, invoquant des raisons de santé. Cependant, les initiés savaient que la rupture n'était pas amicale. Frank, dans une interview avec Mensuel Antique, a déclaré « Je ne me sens plus en confiance. Les choses se passent dans mon dos ». Des fuites de courriels ont révélé que Frank soupçonnait Danielle de s'être pleinement aligné sur Mike, le mettant à l'écart des décisions clés. Les messages privés entre Danielle et Mike en ont révélé encore plus, dont un dans lequel Danielle a exprimé que le retour de Frank gâcherait tout. Lorsque le journal personnel de Frank a été publié après sa mort, il est devenu évident à quel point la trahison l'avait affecté. Il avait écrit « Je ne fais plus confiance à Danielle. Elle sourit toujours, mais je me sens surveillé. Je sais qu'il complote pour m'éloigner. » Ces mots, analysés par des experts en comportement, suggéraient une profonde tension psychologique et un profond sentiment de trahison. Danielle, de son côté, est restée silencieuse à la suite de ces révélations, se contentant d'une brève déclaration « J'ai toujours considéré Frank comme la famille. S'il s'est senti blessé, je le regrette. Mais je ne peux pas tout contrôler. » Pourtant, l'accusation de contrôle semblait la suivre comme une ombre. Depuis ses modestes débuts en tant que coordinatrice en coulisses, Danielle a progressivement assumé plus de pouvoir, géré les plannings, supervisé les partenariats et même influencé les lieux de tournage. En fin de compte, son autorité croissante est devenue à la fois son plus grand atout et son plus dangereux handicap. Lorsque Frank a été brusquement retiré de la scène, le rôle de Danielle au sein de l'entreprise s'est accru de façon exponentielle, suscitant de nombreuses spéculations parmi l'équipe de production. Un document interne divulgué datant de 2023 a révélé des détails choquants. Danielle avait obtenu un accès complet à l'intégralité de la base de données des partenaires, aux informations sur les enchères et aux listes d'inventaire de l'archéologie antique. De plus, elle occupait une position d'une telle autorité qu'elle était la seule personne, à part Mike, à être autorisée à signer des contrats commerciaux. Cette expansion inattendue de l'influence de Danielle, couplée à sa proximité personnelle avec Mike, a encore fait bouger les choses, donnant lieu à de nombreuses théories du complot. La situation a pris une tournure plus sinistre lorsque le FBI a annoncé son enquête sur la mort de Frank Fritz, transformant ce qui semblait initialement être un drame interne en une véritable enquête criminelle. Les médias de tout le pays ont commencé à réexaminer chaque détail du drame qui se déroulait, mettant en lumière les facettes cachées. Les absences fréquentes de Danielle au tournage, ses mystérieux voyages d'affaires avec Mike à Porto Rico au cours desquels elle aurait acquis une propriété évaluée à plus de 400 000 $ ont déclenché l'alarme. Le moment choisi pour ces achats a été particulièrement troublant, peu de temps après avoir reçu un transfert de la société écran offshore de Mike via un canal connecté à l'émission. Les médias, autrefois séduits par son rôle de figure d'inspiration, ont commencé à la présenter sous un jour beaucoup plus sombre.
La presse ne la célébrait plus comme le cœur et l'âme de cueilleurs américains mais comme la femme la plus dangereuse de la télé-réalité américaine. L'opinion publique était profondément divisée, certains la considéraient comme un bouc émissaire, tandis que d'autres étaient convaincus qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait entendre sur les secrets les plus sombres de la série. Bientôt, une question est apparue qui allait captiver l'imagination du public, la montée en puissance de Daniel était-elle le résultat de son talent individuel, ou était-ce la conséquence d'une prise de pouvoir calculée qui impliquait l'élimination de ses rivaux? Et si c'était la dernière solution, son ascension était-elle une stratégie préméditée, ou simplement un sous-produit accidentel de la navigation dans un environnement impitoyable? Même si la vérité reste insaisissable, les soupçons entourant Daniel avaient déjà déclenché une tempête de doute. Autrefois célébré comme la force créatrice derrière cueilleurs américains, Daniel Colby se retrouve désormais à la croisée des chemins, pris entre deux feux d'une enquête très médiatisée. Alors que le nom de Frank Fritz devenait à jamais lié à une enquête fédérale sur sa mort prématurée, les dernières pièces de ce sombre puzzle ont commencé à faire surface. La mort mystérieuse de Frank Fritz. Le 30 septembre 2024, la nouvelle du décès de Frank Fritz à l'âge de 60 ans s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux et les médias. Frank, cofondateur et visage familier de cueilleurs américains, serait initialement décédé des suites de complications liées à un infarctus cérébral, les séquelles d'un accident vasculaire cérébral qu'il avait subi 2 ans auparavant. Cependant, ce qui a suivi était tout sauf une conclusion tranquille. Quelques semaines seulement après de petites funérailles privées, des détails troublants ont commencé à apparaître, choquant la nation. De nouvelles révélations suggèrent que la mort de Frank n'est peut-être pas due à des causes naturelles. L'histoire a pris une tournure abrupte lorsque des agents du FBI se sont présentés à l'improviste à l'hôpital où Frank avait été soigné. Selon des sources internes, des informations anonymes auraient révélé aux enquêteurs de potentielles irrégularités dans les soins médicaux de Frank au cours de ces derniers mois. Les allégations comprenaient des protocoles de traitement falsifiés, des dosages de médicaments mal administrés et des enregistrements téléphoniques montrant des appels suspects entre Daniel Colby et d'autres, des appels qui ne correspondaient pas aux journaux officiels de l'hôpital. L'enquête a pris une tournure encore plus sombre lorsqu'une copie du journal personnel de Frank a été découverte dans un petit entrepôt de Davenport. Dans ses écrits angoissés, Frank a avoué « Je sais qu'ils veulent que je parte. Chaque fois que je me réveille, quelqu'un joue avec mes médicaments. Daniel dit qu'elle vérifie juste le dosage, mais je ne lui fais plus confiance. » Ces paroles, pleines de peur et de paranoïa, sont devenues une preuve cruciale, ouvrant la porte à une enquête plus approfondie pour déterminer si quelqu'un avait exploité la santé déclinante de Frank pour précipiter sa mort. D'autres preuves accablantes ont été révélées grâce aux images granuleuses des caméras de sécurité du quartier de Frank. La nuit où Frank a été retrouvé inconscient, un SUV noir, lié plus tard à Mike Wolf, a été repéré devant son domicile. Bien que les images ne soient pas claires, la technologie de reconnaissance faciale utilisée par le FBI a produit une correspondance à 74% avec Daniel Colby assise sur le siège passager. Les données de la tour de téléphonie cellulaire ont placé son téléphone dans la zone entre 20h30 et 22h15. La période exacte à laquelle Frank avait perdu le contact avec un voisin. L'élément de preuve le plus préjudiciable est peut-être venu sous la forme de messages textes récupérés sur un serveur de sauvegarde de télécommunications en vertu d'un mandat fédéral. Dans un échange effrayant entre Daniel et Mike, Daniel a envoyé un texto « Il est seul maintenant. Personne n'est prévu pour le surveiller avant demain. La fenêtre se ferme. » La réponse de Mike, « C'est réglé. » Supprimer ce fil, a été horodaté à 21h47, moins d'une heure avant qu'un voisin ne trouve Frank inconscient chez lui. Au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, les autorités ont commencé à examiner les motivations financières potentielles. Dans l'année qui a précédé sa mort, Frank avait intenté une action en justice contre une branche d'Antique Archaeology de l'Iowa, la société de Mike Wolf, les accusant d'avoir réduit sa part des revenus de licence de l'émission. Ce procès était toujours en cours au moment du décès de Frank. Encore plus suspect était le virement bancaire de $175 000 de Vintage Solutions LLC, une société offshore liée à Mike, vers le compte bancaire de Daniel 2 jours seulement après le décès de Frank. Le FBI a rapidement convoqué Daniel pour l'interroger en tant que témoin important dans l'enquête sur l'homicide. Les tabloïds n'ont pas perdu de temps avec des titres sensationnels, la qualifiant de muse accomplice de meurtre. Et bientôt, même ceux qui l'avaient autrefois soutenue commencèrent à se demander, pourquoi était-elle restée silencieuse? Pourquoi n'avait-elle pas fait de déclaration publique? Pourquoi était-elle toujours présente aux moments cruciaux où les preuves et les motivations commençaient à faire surface? Lors d'une brève conférence de presse, l'avocate de Daniel, Margaret Wilson,
l'a défendu avec véhémence, déclarant « Mon client est innocent ». Ces allégations sont basées sur des données fragmentaires et hors contexte. Cependant, un sondage CBS mené en novembre 2024 a révélé que 63% des 25 500 personnes interrogées pensaient que Daniel était directement impliqué dans la mort de Frank. Seulement 10% la pensaient totalement innocente, tandis que les 27% restants la considéraient comme une complice financière. Les rapports d'investigation financière ont également révélé des détails troublants. Daniel avait signé plusieurs contrats de production majeurs, dont un accord de sous-licence de 2,3 millions de dollars, peu de temps après le départ de Frank de la série. Les dossiers fiscaux ont en outre indiqué que ses dépenses personnelles avaient considérablement augmenté entre le milieu de 2022 et le début de 2024, englobant l'immobilier, les voitures de collection et d'autres achats haut de gamme pour ses projets parallèles. L'affaire, autrefois un scandale de télé-réalité, était désormais devenue quelque chose de bien plus important. Cela symbolisait l'érosion de la confiance dans les émissions non scénarisées préférées des États-Unis. Frank Fritz, apprécié en tant que cueilleur-terre à accent grave-terre, était devenu le centre d'un complot de meurtre présumé, tandis que Daniel Colby, autrefois une partenaire discrète dans les coulisses, était désormais au centre d'une enquête fédérale. Le procès historique. Les procédures judiciaires qui s'ensuivraient ne ressembleraient à aucune série de télé-réalité que le monde ait jamais vue. Le 17 janvier 2025, le tribunal fédéral de Des Moines, dans l'Iowa, s'est réuni pour le procès de Daniel Colby, qui est rapidement devenu connu comme le scandale de télé-réalité le plus explosif de la décennie. Chaque siège de la salle d'audience était occupé, avec des médias allant de CNN et du New York Times à TMZ et aux chaînes YouTube couvrant l'événement. Dehors, des centaines de fans se sont rassemblés où certains ont prié pour que justice soit faite, tandis que d'autres brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Elle savait ». Pendant 6 longues semaines, le procès s'est déroulé et la perception autrefois rose du public à l'égard de Daniel a été lentement démantelée. Les procureurs ont fait valoir que ce qui semblait être le personnage excentrique de Daniel n'était qu'une façade pour un programme beaucoup plus calculé. Dans sa déclaration liminaire, le procureur américain Bradley Harris a déclaré « Daniel Colby n'est pas une meurtrière, mais elle a ouvert la porte par laquelle le crime est passé. » Une à une, des éléments de preuve ont été présentés, tous plus accablants les uns que les autres. Parmi les plus effrayants figuraient 218 messages textes entre Daniel et Mike Wolf, qui comprenaient des échanges sur l'état de Frank et la nature suspecte de ses soins. Un moment charnière s'est produit lorsque l'accusation a révélé un message dans lequel Daniel envoyait à Mike un texto « Devrions-nous appeler le médecin maintenant ou laisser le sort s'en charger ?» Mike a répondu « Trop tard ». Au fur et à mesure que les témoins montaient à la barre, des détails plus troublants sont apparus. Un assistant de production a témoigné qu'ils avaient entendu Daniel dire à Mike « Si Frank revient, tout notre plan s'effondre ». Un autre membre de l'équipe se souvient l'avoir vu déchirer des pages du cahier de Frank et les cacher dans sa veste, les rejetant en riant, en disant « Ne laissez pas deux vieillards gâcher le plan ». Avec chaque élément de preuve, la personnalité publique de Daniel s'effritait davantage, et la figure autrefois bien aimée au cœur de cueilleurs américains s'est retrouvée empêtrée dans un réseau de soupçons, d'intrigues et de criminalité potentielle. Le procès était loin d'être terminé, mais il avait déjà laissé une marque indélébile dans la conscience publique. Les détails, bien qu'apparemment petits en eux-mêmes, ont commencé à former un motif troublant lorsqu'ils sont pris ensemble. Ce réseau de connexions, tissé avec soin mais subtilité, suscite suspicion et interrogation. L'avocate de la défense de Daniel, Margaret Wilson, a lancé une réfutation véhémente contre les accusations. Elle a insisté sur le fait que les messages présentés comme preuve avaient été extraits de leur contexte d'origine, que les documents financiers étaient au mieux spéculatifs et que les témoins témoignant contre Daniel étaient motivés par des préjugés personnels et des motivations très éloignées de la vérité objective. Dans un pivot stratégique, la défense a cherché à transformer Daniel en une femme prise au piège des forces manipulatrices d'un personnage bien plus puissant, Mike Wolf. Ils ont fait appel à un expert en psychologie pour illustrer la dynamique codépendante et toxique entre Daniel et Mike, arguant que Daniel n'était pas le cerveau criminel de cette situation. Au lieu de cela, ils l'ont dépeinte comme une victime de manipulation, une femme prise dans les griffes d'un homme puissant et calculateur, avec peu de place pour s'échapper. Cependant, l'accusation a contré ces affirmations avec une force inattendue, en présentant des séquences vidéo inédites datant de février 2022. Les images montraient une confrontation tendue entre Daniel et Mike dans un bureau. Même si le son était faible, les mots de Daniel étaient incontestablement clairs. « Je ne peux pas nettoyer ce gâchis. Si vous continuez, je descendrai. Nous en avons fini avec vous. » Ces preuves, bien que non explosives en elles-mêmes,
se sont révélés être le chaînon manquant qui a cimenté son rôle de complice, contribuant ainsi à la tragédie qui se déroulait. Le procès a atteint son crescendo émotionnel le 19e jour, lorsque Danielle elle-même est venue à la barre. Habillée simplement, légèrement maquillée et les yeux rougis par les pleurs, elle a parlé pendant plus de 5 heures, racontant les événements des 3 dernières années de la vie de Frank et les relations enchevêtrées et souvent douloureuses qui l'entouraient. « J'aimais Frank comme un frère », dit-elle, la voix légèrement tremblante. Mais sa relation avec Mike s'est transformée en une bataille qui m'a laissé coincé au milieu. Elle a admis avoir envoyé des messages négligents, voire imprudents, et a avoué que même si elle avait de plus en plus le sentiment que quelque chose n'allait pas, elle était paralysée par la peur et l'indécision, peu disposée à intervenir. Le moment de vérité est arrivé lorsque l'accusation lui a demandé directement « Saviez-vous que Mike Wolf envisageait de nuire à Frank Fritz ?» La réponse de Danielle est intervenue après une longue pause de 12 secondes, pour être précis avant de dire « Je ne savais pas précisément, mais je sentais que quelque chose de terrible allait arriver, et je n'ai rien fait. » La salle d'audience tomba dans un silence inquiétant. Ce n'était pas le genre de silence marqué par l'émotion, mais plutôt rempli d'une compréhension troublante. Danielle Colby n'avait pas appuyé sur la gâchette, mais elle était restée là, impuissante à empêcher la tragédie, malgré l'opportunité de le faire. Lorsque le jour du prononcé de la peine est arrivé, le ciel était inhabituellement chargé de nuages. La juge Diana Moore, connue pour son attitude inébranlable dans des affaires très médiatisées, a rendu son verdict avec une clarté et une conviction indubitables. Mademoiselle Colby n'est pas la personne qui a assassiné Frank Fritz, mais ses actions, ses compromis, son silence ont directement contribué à une chaîne d'événements qui ont coûté une vie humaine. Le tribunal a condamné Danielle Colby à 18 ans de prison fédérale, les 12 premières années devant être purgées sans possibilité de libération conditionnelle. Dans les instants qui ont suivi le verdict, Danielle s'est effondrée sur la table, son visage, autrefois familier à des millions de téléspectateurs, désormais strié de larmes. Il n'y a eu aucun mot de réconfort, aucun élan de soutien. La salle d'audience est restée silencieuse, presque comme le dernier épisode d'une série télévisée bien aimée qui a laissé ses téléspectateurs insatisfaits et instables, comme si personne ne voulait que l'histoire se termine ainsi. Dehors, les journalistes ont commencé à se retirer, leur téléphone étant déjà prêt à publier le titre « Une ancienne star des American Pickers condamnée à 18 ans de prison ». Aux portes du palais de justice, la foule ne brandissait plus de banderoles de soutien. Ils restèrent simplement debout, regardant les lourdes portes de fer, symbole d'une icône qui était entrée et n'en ressortirait jamais inchangée. Le 3 mars 2025 marque la fin de la carrière télévisuelle de Danielle Colby, mais déclenche également un effet domino qui va ébranler tout le paysage médiatique. Les réseaux, les marques et les personnalités publiques qui s'étaient autrefois construits autour d'elle se sont rapidement effondrés. Dès le lendemain, History Channel publiait un communiqué de presse laconique, à la lumière du récent verdict, History met fin à toutes les collaborations actuelles et futures avec Danielle Colby. Tous les contenus la mettant en scène seront temporairement supprimés de notre plateforme de diffusion. Épisodes de cueilleurs américains mettant en vedette Danielle ont été rapidement retirés des services de streaming. La chaîne YouTube officielle de l'émission a désactivé les commentaires et supprimé de nombreuses vidéos avec ses apparitions. La ligne de mode vintage Coles Rust Revival, fondée par Danielle, a immédiatement fermé sa boutique en ligne et a proposé des remboursements pour toute commande non livrée. Les représentations burlesques programmées à la Nouvelle-Orléans, à Austin et à San Diego ont toutes été annulées, coûtant aux artistes et aux producteurs des pertes estimées à 300 000 $. Sur les réseaux sociaux, le compte Instagram de Danielle, qui comptait autrefois plus de 420 000 abonnés, est tombé dans un silence complet. Ses précédents messages, remplis de messages stimulants sur la philosophie de vie, la liberté créative et le féminisme, étaient désormais noyés dans une vague de commentaires critiques de la part de ses abonnés indignés. Les communautés en ligne sont devenues fortement divisées, certaines ont exprimé des sentiments de trahison, tandis que d'autres ont continué à défendre Danielle, rappelant son travail antérieur en tant que défenseur de l'expression de soi et du défi aux attentes de la société. L'aspect le plus frappant de cette disgrâce était peut-être le silence de ses proches. Mike Wolf, qui avait déjà été vu sur des photographies intimes avec Danielle, est resté visiblement silencieux. Dans le monde médiatique, ce silence a été perçu comme une décision calculée. Un journaliste de variété a révélé que Wolf avait rencontré en privé des représentants de History Channel, s'engageant à s'abstenir de tout commentaire sur l'affaire Colby en échange de l'opportunité de développer un nouveau format de télévision, totalement étranger au scandale. Quant à Frank Fritz, aujourd'hui disparu, son image a été redéfinie à la suite de la chute de Danielle. Des groupes de fans sur Reddit,
Facebook et TikTok ont organisé des événements intitulés « Frank Day », honorant un homme qu'ils considéraient comme injustement abandonné et finalement conduit à la mort. Une campagne GoFundMe appelée Justice pour Frank a rapidement collecté plus de 1,2 million de dollars en 3 semaines, les fonds étant alloués à des organisations venant en aide aux victimes de manipulations et d'abus psychologiques. Tout au long du procès et après sa condamnation, Daniel n'a fait aucune déclaration publique, à l'exception de son témoignage au tribunal. Cependant, une source proche a révélé que Daniel avait écrit une lettre sincère à sa fille, qui contenait la réflexion poignante « Autrefois, je croyais que j'étais forte parce que je vivais de manière authentique, mais j'ai réalisé que l'authenticité sans responsabilité n'est qu'une fausse liberté. » Ce moment de réalisation de soi, bien que profondément personnel, a capturé l'essence de sa tragique disgrâce. L'experte en médias culturels Emily Travis, de l'université Northwestern, a fait valoir que la chute de Daniel n'était pas seulement le résultat d'un scandale juridique, mais plutôt l'aboutissement d'un changement plus large dans la perception du public de la télé-réalité. Nous entrons dans l'ère de la post-vérité, a écrit Travis dans une analyse pour l'Atlantique. Lorsque les téléspectateurs ne peuvent plus faire la différence entre la performance et la réalité, tout scandale, aussi mineur soit-il, peut être le point de bascule. En effet, l'affaire Colby est devenue un point chaud, déclenchant des enquêtes sur d'autres émissions de télé-réalité. 2 mois après la condamnation de Daniel, au moins 3 autres grandes plateformes ont lancé des audits sur l'authenticité de leur contenu. La Federal Communication Commission, FCC, a rapidement annoncé un nouveau cadre réglementaire pour les programmes non scénarisés, exigeant une transparence totale concernant les scripts, la rémunération des participants et l'authenticité des scénarios représentés à l'écran. Pendant ce temps, la communauté des collectionneurs d'artefacts a été secouée par le scandale Colby Fritz Wolf. Les associations d'authentification et les maisons de vente aux enchères ont renforcé leurs protocoles de vérification, reconnaissant les problèmes éthiques révélés par l'exploitation commerciale d'objets historiques par l'exposition. Un représentant de la maison de vente aux enchères Sabi a fait remarquer, le cueilleurs américain le scandale a mis en lumière un vide dans la manière dont les objets historiquement significatifs sont marchandisés. Nous ne pouvons pas transformer la culture en scénario. Pour beaucoup, l'impact le plus profond a été personnel. Daniel, autrefois salué comme une icône féministe pour son individualité sans vergogne, se retrouve désormais au centre d'un dilemme moral complexe. Était-elle vraiment une femme qui avait défié les attentes de la société en matière de vie authentique, ou était-elle simplement quelqu'un qui connaissait la vérité mais qui avait choisi le silence face aux actes répréhensibles? Dans une pièce réfléchissante pour la coupe, la question s'est posée, peut-on vraiment séparer les actions d'un individu de leur essence? Daniel avait inspiré des milliers de femmes à se lancer dans la lumière. Pourtant, comme l'avait montré cette affaire, la lumière pouvait tout aussi bien les consumeurs. Avec sa peine de 18 ans de prison, Daniel a été exclu de la télévision, de la direction des affaires et du spectacle pendant au moins la décennie suivante. Mais au-delà de sa peine de prison, quelque chose de bien plus profond avait été perdu, son autorité morale. N'étant plus simplement complice, elle est devenue un témoignage vivant des conséquences dangereuses du compromis. La chute de Daniel Colby n'a pas seulement brisé sa carrière et sa réputation, elle a démantelé toute une idéologie de l'authenticité, bâtie sur des fondations fragiles. Lorsqu'une personne tombe, toute la structure peut s'effondrer avec elle. L'effondrement de ce que beaucoup considéraient autrefois comme le monde de la télé-réalité est désormais apparent aux yeux de tous. La chute de Daniel Colby n'est pas seulement l'histoire d'une seule personne ou l'échec d'une seule émission de télévision, c'est le signal brutal de la fin d'une époque. Au cours des 2 dernières décennies, la télé-réalité a façonné le paysage du divertissement, des concours de chant et de cuisine aux séries racontant des vies apparemment réelles. Ce genre est devenu le reflet d'une époque où le public avait soif d'authenticité, attiré par l'idée de regarder de vraies personnes vivant de vraies vies plutôt que par les drames scénarisés de la télévision traditionnelle. Cependant, le cas de Daniel Fritz Wolf a brisé cette illusion d'authenticité, révélant une vérité inconfortable. Ce que l'on croyait autrefois être la réalité était en fait souvent une fiction soigneusement construite, manipulée pour refléter l'excitation et l'intrigue de drames politiques remplis de conspirations et de tromperies. Enquête menée par des médias de confiance tels que le New-Yorkais, Vautour, et Filaire découvert le fait surprenant qu'à la 6e saison de Cueilleurs américains, le spectacle était complètement passé d'une véritable exploration à quelque chose qui s'apparentait davantage à du théâtre mis en scène. Des documents en coulisses obtenus grâce au contrat de production ont révélé que les lieux de tournage avaient été organisés des semaines à l'avance. Les artefacts étaient méticuleusement placés dans des emplacements et les propriétaires étaient payés pour paraître véritablement surpris lorsque des objets étaient découverts. Daniel Colby,
qui était la coordinatrice logistique du spectacle, était chargée d'orchestrer ces performances élaborées, en organisant la rémunération des acteurs amateurs jouant le rôle de participants sans méfiance. Un ancien membre de l'équipage a expliqué « Nous avons conservé une feuille de calcul entière avec des détails sur les éléments, les réactions émotionnelles souhaitées et les scripts de négociation. Plus cela semblait naturel, plus c'était efficace. » Mais en réalité, ce « naturel » n'était rien d'autre qu'une fabrication bien planifiée. Ces révélations ont été un coup dur pour le public. Les téléspectateurs n'ont pas seulement perdu confiance cueilleurs américains, ils ont commencé à remettre en question tout le paysage de la télé-réalité. Montres comme étoiles de pion, guerre de stockage, prise la plus meurtrière, et rués vers leur tous se sont retrouvés scrutés sous le hashtag #ShadRealityOrly, un mouvement sur les réseaux sociaux dénonçant l'artificialité inhérente au contenu dit « non scénarisé ». En réponse à cette vague croissante de scepticisme, la Federal Communication Commission, FCC, a convoqué une audience publique historique avec des représentants des principales sociétés de production de télé-réalité. Le sujet, le besoin de transparence dans les contenus non scénarisés, et quelles responsabilités les producteurs ont envers leurs téléspectateurs. L'audience a abouti à la rédaction du VRI Act, Real Entertainment Accountability Legislation, qui proposait que toutes les émissions de télé-réalité divulguent le pourcentage de contenu mis en scène, les paiements versés aux participants et toutes les scènes reconstituées. Bien que le projet de loi soit encore en débat, sa présentation à elle seule a suscité des réactions passionnées de la part des législateurs et des professionnels de l'industrie. Dans le même temps, les plateformes de streaming n'ont eu d'autre choix que de s'adapter. Netflix a rapidement supprimé plus de 25 émissions de télé-réalité à la suite du scandale Daniel Colby et a commencé à ajouter des clauses de non-responsabilité à son contenu, certaines scènes peuvent avoir été mises en scène à des fins de divertissement. YouTube, qui héberge d'innombrables cueilleurs américains clips, a révisé ses algorithmes pour réduire la visibilité des vidéos qualifiées de « découvertes authentiques », dans le but d'éviter que les spectateurs ne soient induits en erreur. Les effets se sont propagés au-delà du monde médiatique. Les foires aux antiquités, qui prospéraient autrefois grâce à la télé-réalité, ont connu une baisse significative de leurs ventes, jusqu'à 35% au premier trimestre 2025. Les collectionneurs sont devenus plus méfiants, remettant en question l'authenticité non seulement des antiquités elles-mêmes, mais aussi des histoires qui les entourent. Une enquête réalisée par Collectionneurs hebdomadaires sur 1000 collectionneurs a révélé que 64% des personnes interrogées pensaient que la télé-réalité avait privé le passe-temps de la collection d'antiquités de sa pureté. Ce qui était autrefois une quête passionnée de l'histoire se sent désormais entaché par le spectacle de la télévision. Sur les réseaux sociaux, l'admiration pour les personnalités de télé-réalité s'est vite transformée en scepticisme. Un tweet largement partagé traduit parfaitement ce sentiment, nous pensions qu'ils étaient des conteurs, mais ce ne sont que des réalisateurs sans télécommande. Ce changement d'attitude n'a pas seulement affecté les géants de la télé-réalité, mais également les petits créateurs sur des plateformes comme TikTok, YouTube et Instagram, où mélanger réalité et fiction est devenu la norme. Le scandale Daniel Colby a forcé un changement dans la façon dont le public perçoit la télé-réalité. Il n'accepte plus les moments mis en scène comme faisant partie du charme. Au lieu de cela, il scrute désormais chaque scène en se demandant « était-ce réel ? Qui était derrière cette négociation parfaite ? Et surtout, que savait Daniel ? » Les universités de tout le pays en ont pris note. Les départements de communication d'institutions prestigieuses comme Stanford, NYU et UCLA ont intégré le cas Daniel dans leur programme, discutant des implications éthiques de l'authenticité dans la télé-réalité. Lors d'un symposium organisé par le Columbia Journalism Institute, un chercheur a déclaré « Le scandale Colby est le Watergate de la télé-réalité. Il oblige l'industrie à se réévaluer, non pas pour mettre fin à la télé-réalité, mais pour restaurer la transparence qui aurait toujours dû être là. » D'une certaine manière, ce qui semblait être un événement singulier s'est transformé en un mouvement plus large, affectant le public, les producteurs, les plateformes et même les établissements d'enseignement. La disgrâce de Daniel Colby n'était pas uniquement le résultat de faux pas personnels, elle est devenue le symbole d'un système plus vaste et incontrôlé qui fonctionnait sous couvert d'authenticité depuis bien trop longtemps. L'ironie la plus amère, cependant, est qu'au moment où l'industrie a été contrainte de faire face à ces problèmes, il était déjà trop tard pour réparer les dégâts. Après sa condamnation, Colby a été transféré au camp de prisonniers fédéral d'Alderson en Virginie-Occidentale, un établissement à sécurité minimale connu pour héberger des femmes impliquées dans des affaires très médiatisées. Dépouillé de sa renommée et du personnage soigneusement conçu qu'elle entretenait autrefois pour les caméras, Daniel n'existe désormais plus qu'en tant que détenu 044 DC, condamné à une peine de prison d'au moins 12 ans.
Ceux qui ont interagi avec elle en prison disent qu'elle fait profil bas, évite les activités de groupe et passe la plupart de son temps dans la bibliothèque de la prison. Selon une bibliothécaire anonyme, elle emprunte des livres sur l'éthique des affaires, la psychologie comportementale et les autobiographies d'activistes sociaux. On dirait qu'elle essaie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pas seulement avec Frank, mais avec elle-même. Colby a également commencé à écrire des lettres à sa fille, dont des extraits ont été rendus publics. Dans ceux-ci, elle ne demande pas pardon ni n'essaie d'excuser ses actes. Au lieu de cela, elle réfléchit à son passé en écrivant « Rappelez-vous, j'étais autrefois une source d'inspiration, mais j'étais aussi une source de déception. Les deux peuvent coexister au sein d'une même personne. Je ne suis pas un démon. Je suis humaine. Et j'avais tort. » De plus, Danielle travaille sur un mémoire provisoirement intitulé Derrière le nom Colby. Le livre offrira un regard brut et sans filtre sur la façon dont elle s'est retrouvée prise au piège dans le monde de la renommée, du pouvoir et des compromis moraux. Bacon presse à exprimer son intérêt pour la publication des mémoires, à condition que tous les bénéfices soient reversés au Frank Fritz Heritage Fund, une organisation à but non lucratif dédiée à la préservation de l'histoire des communautés locales. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Colby a fait appel, arguant que sa peine était trop sévère et fondée sur des preuves spéculatives et sur l'opinion publique. Cependant, les experts de l'Université de Chicago suggèrent que l'appel a peu de chances d'aboutir, car les appels fédéraux sont rarement accordés à moins d'une erreur procédurale importante, et dans le cas de Colby, la procédure judiciaire a été correctement suivie. Malgré sa condamnation, un petit groupe de partisans fidèles garde espoir en sa rédemption. Sur les forums en ligne, les fans se souviennent du travail passé de Colby, rappelant son plaidoyer en faveur des femmes et des personnes vulnérables. Même s'ils ne nient pas ses actes répréhensibles, ils affirment que sa chute reflète un système défectueux qui laisse peu de place à une seconde chance. Un utilisateur de Reddit l'a résumé, elle n'a tué personne, mais elle est restée silencieuse. C'est blâmable, mais c'est aussi une mise en garde. La question persistante demeure, Danielle Colby mérite-t-elle une seconde chance ? La société peut-elle offrir un chemin de rédemption à une personne autrefois aimée qui a depuis été condamnée ? Le monde du divertissement regorge d'histoires de rédemption, et tout autant d'histoires de ceux dont la carrière a été détruite par un scandale. Pour Colby, un tel avenir est incertain. Ce qui reste clair, c'est qu'elle vit désormais un nouveau chapitre, dans lequel elle espère que son avenir sera défini non pas par sa sentence, mais par les leçons qu'elle en tirera. Alors que la tempête d'indignation du public s'apaise lentement, ce qui persiste autour du nom de Danielle Colby est un héritage rempli de contradictions. Pour certains, elle sera toujours un symbole de trahison, pour d'autres, elle reste une icône, même si elle ne représente plus la rebelle féministe qu'elle était autrefois. Au lieu de cela, elle est devenue un récit édifiant, preuve que la renommée bâtie sur la tromperie et le silence peut s'effondrer plus rapidement que toute autre chose. Le paysage de la télé-réalité a irrévocablement changé. Les publics ont également évolué. Depuis le procès, rares sont ceux qui acceptent encore l'idée que les moments que nous voyons à l'écran soient une pure coïncidence. Anciens fans de cueilleurs américains revoyaient désormais les épisodes avec une nouvelle perspective sceptique, ne vous émerveillez pas devant la découverte d'une antiquité, mais remettez en question son authenticité. Cette scène était-elle authentique ? Qui a orchestré ces négociations parfaites ? Et peut-être plus important encore, que savait Danielle et quand ? Pourtant, même après ces destructions, certaines choses restent inchangées. Les fans de longue date se souviennent encore de Danielle Colby comme de quelqu'un qui les a inspirés. Un professeur d'histoire du Kansas a partagé sur son blog personnel, Danielle Colby a fait découvrir à mes élèves, en particulier les jeunes femmes, la culture américaine à travers chaque artefact antique. Le scandale a été choquant, mais il n'efface pas l'impact positif qu'elle a eu. En fin de compte, ce scandale a déclenché des discussions indispensables sur la transparence dans les médias. Les producteurs sont plus prudents que jamais et la législation évolue pour suivre le rythme d'une époque où l'on ne peut plus faire confiance à la télé-réalité pour offrir la vérité. Que ce soit intentionnel ou non, Danielle Colby est devenu le catalyseur de ce changement, à la fois symbole de chute et tournant historique dans la télé-réalité.